On sait qu'à l'époque des Vikings, les Vikings scandinaves étaient les plus féroces et les plus belliqueux de cette région. Cependant, dans une église au Danemark, une inscription gravée dans la pierre subsiste encore: « Dieu, protège-nous de la famine, de la peste et des mauvais Couroniens ». Mais qui sont les Couroniens, et pourquoi même les Vikings scandinaves les craignaient-ils? Bienvenue sur la chaîne Interesting Documentary, où aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des Couroniens, l'horreur des Vikings. Si vous souhaitez plus de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les dernières vidéos. Et maintenant, bienvenue à l'époque extraordinaire des féroces Couroniens. Les Couroniens étaient l'une des anciennes tribus baltes qui vivaient sur les territoires de l'actuelle Lituanie occidentale et de la Lettonie occidentale entre le 5 et le 16 siècle. Ils parlaient la langue curonienne, qui était proche du letton et du lituanien mais possédait ses propres caractéristiques distinctes. Les Couroniens étaient connus comme de bons pêcheurs, activement impliqués dans le commerce et les guerres. Ils étaient de braves guerriers, marins et pirates. Les colonies curoniennes se caractérisaient par des maisons en bois distinctives avec des toits de chaume et des sculptures et girouettes originales. Dès les premières mentions, les Couroniens étaient connus comme les plus féroces, les plus hostiles et les plus païens de toutes les tribus baltes. La culture curonienne était étroitement liée à la mer. Ainsi, ils étaient très forts dans la navigation maritime. Ils étaient si puissants qu'ils maîtrisaient l'art de la construction navale et de la navigation de manière similaire aux Vikings de cette époque. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient devenus connus sous le nom de Vikings de la Baltique. Les Couroniens étaient impliqués dans des alliances, des guerres et des expéditions de pillage contre les Vikings islandais, danois et suédois. Ironiquement, à une époque où les Vikings faisaient des ravages dans toute l'Europe occidentale, leurs propres côtes étaient souvent attaquées par les Couroniens eux-mêmes, interrompant parfois même leurs propres campagnes pour défendre leurs rivages contre les Couroniens dévastateurs. À propos des Couroniens, le chroniqueur allemand Adam de Brême écrivit au XIe siècle: « Parmi les îles, la plus grande est celle appelée Courlande. Le voyage vers celle-ci dure 8 jours, ces Couroniens sont la tribu la plus féroce, tout le monde les fuit car ils sont excessivement dévoués à l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'or là-bas, et les meilleurs chevaux. Toutes leurs maisons sont pleines de prêtres, de prophètes et de sorciers. » Dans la saga des Gilles du XIIIe siècle, un épisode illustrant la cruauté des Couroniens est mis en évidence. Le viking scandinave Egil Skallagrimsson et ses compagnons pénétrèrent secrètement dans une colonie curonienne et pillèrent les biens qui pouvaient être emportés de ces maisons. Cependant, alors que les voleurs quittaient la ferme, les Couroniens, défenseurs de leur foyer natal, les attendaient déjà. Les Couroniens les attaquèrent en hauteur, et certains chargèrent, les abattant avec des lances et des épées à travers les clôtures, tandis que d'autres lançaient leurs armes avec des chiffons. Egil et ses compagnons furent blessés, puis capturés, et tous furent ligotés et emmenés à la ferme. Les Couroniens jetèrent les prisonniers dans une fosse, et Egil fut attaché à un poteau. L'homme qui possédait la ferme était puissant et riche. Ils discutèrent de ce qu'il fallait faire des voleurs scandinaves. Le maître de maison dit qu'à son avis, il serait préférable de les tuer un par un. Cependant, son fils répondit que la nuit était déjà noire et qu'il n'y aurait aucun amusement à les torturer. Il suggéra d'attendre le matin. C'est ainsi qu'a été décrit l'un des nombreux épisodes survivants sur la cruauté mythique des Couroniens. L'une des mentions les plus célèbres des Couroniens dans les sources écrites remonte à environ 854. Les Couroniens refusèrent d'obéir à la Suède et de lui payer un tribut. Ensuite, les Danois tentèrent de prendre l'avantage et de forcer les Couroniens à leur verser un tribut. Une grande armée danoise pénétra dans les terres curoniennes, atteignant l'un des centres les plus importants de Courlande, Apuol, par la mer, situé à environ 50 km du littoral. Mais la campagne danoise contre Apuol fut infructueuse. Les Couroniens unis vainquirent les Danois. Leurs trésors précédemment capturés furent repris. Après la défaite des Danois, le roi suédois Olaf décida de prendre les choses en main. Arrivant par navire avec une immense armée sur les côtes curoniennes, il marcha sur Apuol. En l'atteignant, il assiégea Apuol avec son armée. Au 9e jour du siège, des négociations commencèrent, et les habitants des Apuol payèrent une rançon en argent, donnèrent des otages et reconnurent la domination suédoise. Ce fut la première défaite d'une telle ampleur pour les Couroniens. Cependant, les Suédois n'osèrent pas rester sur les terres des Couroniens. Et dès qu'ils partirent, les Vikings curoniens ravagèrent à nouveau les côtes suédoises. La tension grandit entre les Vikings scandinaves et les Couroniens. La plupart des attaques scandinaves contre les terres curoniennes étaient une sorte de vengeance, ils cherchaient réparation pour les incessantes attaques curoniennes sur leurs côtes.
Les Couroniens résistèrent longtemps aux croisés de l'ordre livonien, bien qu'ils aient parfois conclu des accords de trêve. Cependant, même pendant ces trêves, les navires couroniens attaquaient constamment les navires marchands danois. Bien que les Couroniens aient fait la paix avec l'évêque de Riga en 1201 et ne soient apparemment pas en conflit avec les frères de l'épée, ces derniers, lors de leur retour en Allemagne, tentèrent d'attaquer 8 navires vikings couroniens. L'évêque Albert de Riga participa lui-même à la bataille. À l'attaque, les frères de l'épée montèrent à bord de bateaux et ramèrent vers les navires couroniens. Ces derniers disposèrent leurs navires par paires et, après avoir déplacé leur cargaison, dressèrent haut dans les airs les prows de leurs navires. Les 2 premiers bateaux allemands qui s'approchèrent se retrouvèrent coincés entre les navires joints et ne purent rien faire contre les Couroniens qui se trouvaient en hauteur sur leurs embarcations. De leur position plus avantageuse, les Couroniens tuèrent environ 30 Allemands, après quoi les attaquants restants se retirèrent sur leurs propres navires. Les Couroniens prirent les vêtements et autres biens des défunts. Plus tard, les habitants locaux enterrèrent les corps. Suite à cette attaque, après que les Couroniens eurent vaincu les croisés, les Livoniens convainquirent les Couroniens d'attaquer et de s'emparer ensemble de Riga, où peu de soldats restaient. Les Couroniens rassemblèrent une force importante, arrivèrent au delta de la Daugava par navire, mais n'approchèrent pas la ville de Riga. Au lieu de cela, ils établirent un camp et attendirent les signes de leurs prêtres concernant le moment opportun pour attaquer. Les Couroniens commencèrent leur attaque le 12 juillet. Des pêcheurs avertirent les habitants de la ville de l'approche des assaillants. Les premières tentatives pour prendre la ville d'assaut ou l'incendier ne donnèrent aucun résultat, et le bombardement de la ville fut également infructueux. Après plusieurs escarmouches qui n'apportèrent aucun succès significatif à l'une ou l'autre des parties, les Couroniens se retirèrent sur leurs navires, et les habitants de Riga se réfugièrent dans la ville. Les habitants de Riga incendièrent le village situé à l'extérieur des murs de la ville. Dans l'après-midi, les Couroniens encerclèrent la ville et mirent le feu aux murs de la ville en plusieurs endroits. Au même moment, les Couroniens subirent de lourdes pertes dues au tir des défenseurs. La chronique d'Henri de Livonie rapporte que les défenseurs tirèrent sur les assaillants alors qu'ils, tenant leurs boucliers, rassemblaient du bois pour un feu de joie. Vers le soir, des renforts arrivèrent de l'amont de la rivière Daugava. Il s'agissait de la garnison du château de Holm. Après un bref affrontement, les Couroniens se retirèrent sur la rive sud de la rivière, où ils se reposèrent pendant 3 jours, pleurèrent leurs morts et brûlèrent leurs corps. À ce moment-là, le maréchal Conrad, qui se précipitait au secours des habitants de Riga, approcha de la ville. Voyant les forces ennemies croissantes, les Couroniens abandonnèrent tout autre combat et se retirèrent, même si une armée livonienne de Tureda était en route pour les aider. Après la bataille, les Livoniens, qui avaient incité les Couroniens à attaquer Riga, versèrent une compensation à l'évêque pour leur trahison et promirent d'être loyaux à l'avenir. N'ayant jamais formé d'État, les Couroniens furent contraints en 1229 de reconnaître l'autorité des frères de l'épée l'ordre livonien. Après les victoires samogitiennes lors des batailles de Saule et de Durbe, les Couroniens se révoltèrent en 1260, mais leur soulèvement fut réprimé par l'ordre. Après de longues batailles, une partie des terres habitées par les Couroniens se transforma en friches, et de nombreux Couroniens se retirèrent de leur patrie vers la Samogitie et la Lituanie. Après le traité de Melno en 1422, la partie sud de la Courlande tomba finalement sous la domination de la Lituanie. Les Couroniens du sud s'assimilèrent aux Samogitiens, fusionnant ainsi plus tard avec l'État lituanien par leur intermédiaire, tandis que les Couroniens du nord fusionnèrent avec les Sémigaliens et les Livoniens au cours de la même période et devinrent des Lettons. Les Couroniens sont mentionnés comme une unité ethnique distincte jusqu'à la fin du XVIe siècle. Bien que la tribu curonienne ait disparu, son nom et son histoire perdurent dans les noms de lieux, les objets du patrimoine culturel et la mémoire des gens. Voici l'histoire incroyable des Vikings de la Baltique, les Couroniens. Si vous souhaitez davantage de vidéos similaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, contribuant ainsi à notre croissance. Et maintenant, merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo documentaire intéressante sur l'histoire insolite de la Lituanie.